RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission mensuelle À votre santé. On est en direct sur RCN 90.7 et ce mois-ci nous allons nous intéresser au mois sans tabac, et pour ce faire j'ai le plaisir de recevoir Yaël Panot qui parle pour Addiction France, mais pas que. Yaël, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Lionel, ça va très bien et vous ? Ça va très très bien. Alors on va parler du mois sans tabac. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le mois sans tabac, c'est une opération nationale qui est soutenue par Santé publique France. C'est avant tout un challenge en fait, qu'on fait collectivement pour arrêter de fumer. Voilà, on peut le dire aussi simplement que ça. Et à l'échelle individuelle aussi, c'est valable. C'est un peu un défi qu'on peut se lancer à soi-même. C'est ça. Alors l'idée, c'est vraiment de se dire, si j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est le meilleur moment parce qu'on peut le faire en commun, parce qu'il y a tout un dispositif derrière, parce qu'il y a des tabacologues à disposition. Voilà. C'est une décision personnelle avant tout d'arrêter de fumer. Mais voilà, l'intérêt aujourd'hui, c'est de le faire tous ensemble et de se soutenir les uns les autres. C'est vrai qu'en France, on est un pays où on fume encore beaucoup. C'est très ancré dans la culture. Est-ce que c'est pas difficile de se mettre ce défi-là ? Est-ce qu'il n'y a pas des appréhensions pour les personnes qui souhaiteraient le faire, mais qui se disent « peut-être qu'au fond, je suis pas capable ». C'est souvent ce qui revient. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal évolué sur les questions autour du tabac. On sait que c'est nocif. À une époque, on recommandait ça pour se soigner. Aujourd'hui, on sait que c'est nocif. On sait qu'il y a un enjeu aussi bien pour sa santé, mais aussi économique. Et je pense qu'aujourd'hui, les questions d'économie, elles sont très importantes. Effectivement, ça peut être compliqué individuellement. Maintenant, c'est à ça que sert le mois sans tabac aussi, c'est de lever les doutes, c'est de pouvoir parler facilement à des professionnels et d'aller dire clairement, moi, ce qui me gêne, c'est ça. Et puis, le professionnel est là aussi pour traiter ce problème-là. En parlant d'économie, c'est clair que à l'échelle individuelle, économiquement, les paquets de clopes, comme on dit, coûtent de plus en plus cher, et aussi même collectivement à l'échelle de l'État, ça contribue indirectement au trou de la Sécu, parce que le tabac entraîne certaines maladies, notamment cardiovasculaires ou respiratoires, qui ensuite entraînent des soins. Donc, alors, je rappelle que le mois sans tabac n'est pas fait pour culpabiliser les fumeurs, mais plutôt pour sensibiliser, c'est bien ça ? C'est ça, le but c'est d'apporter de l'information et puis de les amener vers du soin. Alors on parlait justement de ce qui coûte à l'État, faut le savoir, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tous les traitements de substitution nicotinique, donc les patchs, tout ce qui est les gommes à mâcher, ou également tout ce qui est à mettre directement dans la gorge, tout ça, tous ces produits-là sont totalement remboursés. On peut se le faire prescrire par tout un tas de professionnels. Alors aujourd'hui, les professionnels qui peuvent se prescrire, c'est pas juste les médecins généralistes, c'est les infirmiers également, c'est les sages-femmes, c'est les dentistes, c'est les kinés, il y a énormément de professionnels qui peuvent vous le prescrire, c'est gratuit, et effectivement, faut pouvoir en bénéficier de ça, faut pas hésiter. Alors c'est de quand à quand le mois sans tabac précisément ? Alors on dit que c'est tout le mois de novembre, mais c'est pas parce qu'on n'a pas commencé le 1er novembre qu'on ne peut pas commencer le 12 novembre. Voilà, faut pas hésiter. On peut même commencer le 29, j'ai envie de dire, c'est pas trop tard. Le but, c'est de se motiver et d'y aller, quoi. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion dans la tête, sur le corps, de faire tout un mois sans tabac ? Alors, ce qu'on observe tout de suite, c'est qu'arrêter pendant à peu près 30 jours de fumer, c'est multiplier par 5 les risques de ne jamais reprendre. Voilà, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas hésiter. Il y a un kit qui accompagne là-dessus. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que c'est vraiment augmenter considérablement les chances d'arrêter. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce kit du mois sans tabac ? Alors, c'est un kit 40 jours. Alors, on dit 10 jours pour se préparer, 30 jours pour vraiment arrêter. On va retrouver aussi une roue des économies qui est vraiment très intéressante parce qu'on va pouvoir vite évaluer quel est le budget qu'on va avoir pour les vacances d'été, finalement, quand on aura arrêté de fumer. Et puis, vous allez retrouver un guide avec tous les outils qui existent à disposition des personnes qui souhaitent arrêter. Là, ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce kit qui va pouvoir être commandable sur Internet gratuitement, sur le site de Santé publique France, mais également auprès de tous les professionnels de santé et surtout peut-être les pharmacies qui sont très engagées cette année dans la démarche. On peut y aller demander un kit. Et dans ce kit, comme tu l'as dit, on trouve 10 jours pour se préparer. Est-ce que c'est fondamental d'avoir une préparation au préalable avant d'entamer ce mois sans tabac ? C'est bien, effectivement, on le disait juste avant, de se poser les questions. Pourquoi je le fais ? Qu'est-ce qui va me bloquer ? Bon, on peut se lancer comme ça du jour au lendemain, de se réveiller et dire « bon allez, j'arrête ».
Et dans les faits, est-ce qu'on est vraiment capable de faire ça ? Non, il faut se préparer avant, il faut s'interroger, il faut voir aussi avec son entourage. C'est le but du Mois sans tabac, hein, c'est de le faire ensemble aussi. Hein. Voilà, se préparer, c'est ça aussi, c'est interroger autour de soi et de voir qui veut arrêter avec soi, et puis d'éviter aussi de déjà réhabituer son environnement. Enfin, on dit toujours la pause clope avec la pause café, c'est de préparer en amont ces moments où on sait qu'on va avoir envie de retourner fumer. Voilà, c'est le préparer et ensuite se lancer. On parle d'entourage. Est-ce que vous avez des retours du côté d'Addiction France? Ça peut être des personnes qui disent, écoutez, nous on essaye d'arrêter de fumer, mais les personnes autour de nous fument et ça nous donne envie. Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? C'est, j'ai commencé le Mois sans tabac et j'ai réussi à influencer mon entourage qui s'y met petit à petit? On a les deux. On a des belles expériences. Alors, il y a un groupe sur Facebook, les habitants du Grand Est, Mois sans tabac. Justement, on a des témoignages de personnes qui disent moi, j'ai arrêté l'année dernière, et j'ai pas repris. Voilà. Et alors ça, c'est le meilleur exemple. En fait, je trouve que quand on a ça, nous, on a tout gagné, puis qu'ils viennent le publier ensuite, donc ça motive les autres. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué quand on a l'entourage qui ne veut pas arrêter de fumer. Et c'est encore une fois l'intérêt de le faire ensemble, de pouvoir appeler des professionnels et d'aller les voir et d'aller dans une communauté. Donc je disais, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi Instagram sur lequel on peut être présent, où on peut se sentir soutenu. C'est un peu comme un cocon finalement. Alors peut-être qu'autour de soi, les gens continuent à fumer, mais on sent qu'il y a tout un dispositif derrière, qu'on n'est pas tout seul parce qu'on y va tous ensemble. Alors, peut-être à noter quand même que dans le Grand Est, il y a à peu près 6000 personnes qui se sont inscrites. Donc on n'est vraiment pas tout seul pour le coup, si on se lance pour arrêter. Donc il y a beaucoup de soutien, d'encouragement. Il y a aussi une autre question qui subsiste, c'est par quoi compenser? Il y a des personnes qui disent moi j'arrête de fumer, je prends du poids, ou alors j'arrête de fumer, je déporte en fait sur autre chose pour compenser. Alors quels conseils on peut donner? Alors, il y a beaucoup de conseils dans ce kit. Donc, mon premier conseil serait de récupérer le kit. Et je pense vraiment il faut vraiment ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec un tabacologue ou d'appeler le 3989. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est un appel qui est totalement gratuit. On peut avoir accès à un tabacologue. Ça dépend des personnes. Oui, des personnes vont peut-être prendre un petit peu de poids. Des personnes vont remplacer par autre chose. Si vraiment on a ces doutes-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde à appeler. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent face à son addiction, j'ai envie de dire, et les conséquences ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Donc, si on a des doutes, vaut mieux appeler et puis mettre une stratégie en place. Pourquoi pas aller voir un diététicien pour prévenir, pourquoi pas s'organiser autrement. Mais voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à avoir recours à un tabacologue. Et question fondamentale aussi, quels sont les dangers du fait de fumer quotidiennement, par exemple? Qu'est-ce qu'on risque si on fume tous les jours? Je pense que le premier risque, tout le monde le connaît, c'est le cancer. En France, c'est 75 000 morts à peu près chaque année dues au tabac. On estime que c'est la première cause de décès évitable. Donc je pense que c'est le meilleur exemple, c'est les cancers. Mais bon, il n'y a pas que ça. Je pense que même au-delà d'aller sur quelque chose d'aussi grave, on voit la différence, mais dans l'autre sens, quand on arrête de fumer, on se rend compte que finalement, on avait perdu du souffle, par exemple. Moi, je dis toujours, au bout d'une semaine, montez un escalier, vous allez voir la différence. Une semaine sans fumer, vous voyez la différence quand vous montez votre escalier. Et en quoi c'est aussi addictif le tabac? Parce que ça a l'air d'être un sacerdoce de vouloir arrêter de fumer. Il y a des personnes qui en souffrent même. Alors ça fait, c'est justement un produit psychoactif. On sait qu'on est très dépendant à ce produit. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la consommation. C'est pour ça que les substituts sont là. J'en parlais tout à l'heure. C'est pas automatique. Quelqu'un qui a une petite consommation de tabac va peut-être pouvoir effectivement arrêter plus facilement. Après, c'est peut-être plus les automatismes. Je disais, la cigarette avec la pause café. On va plus travailler là-dessus, effectivement. Et puis les personnes qui vont être un peu plus consommateurs, qui vont vraiment avoir un manque de nicotine, là, il y a les substituts, sont là pour ça. Et là, il faut aller voir effectivement un professionnel pour s'en faire prescrire. Et pour les personnes qui se déportent sur la cigarette électronique, est-ce qu'aujourd'hui on a assez de recul pour en savoir les effets sur le corps? Alors, il y a, je pense encore aujourd'hui, débat. Alors, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a justement publié un avis là-dessus. Pour être clair, on ne recommande pas d'office de passer à la cigarette électronique quand on veut arrêter de fumer. Pour ça, il vaut mieux passer déjà par le système des traitements de substitution, donc les patchs, les gommes et compagnie. Et si vraiment on échoue ça peut arriver avec ces produits-là, c'est d'en parler à un professionnel addictologue qui pourra, lui, le cas échéant, prescrire le passage à la cigarette électronique. Mais c'est pas la première chose à faire. Voilà. C'est parce que ça peut être tout aussi addictif.
Alors ça l'est moins parce que la concentration de nicotine est moins importante. Après, effectivement, aujourd'hui, les produits qui sont dedans, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul pour dire oui, allez-y, sans problème. Voilà, ça reste quand même des produits chimiques, ce qui est dedans. Donc le mieux, c'est de ne pas passer par la cigarette électronique. Alors chez vous, chez Addiction France, en quoi était-il important de vous engager dans ce combat-là, dans cette mission, sachant qu'il y a quelque chose d'assez culturel, surtout ici en France. On parle de pause clope, on parle de café clope. Ouais. La clope est vraiment quelque chose qui entoure, qui régit parfois même le rythme de notre journée. Donc pour vous, quelle est la difficulté et l'importance de mener ce combat-là ? Alors effectivement, Addiction France, on intervient sur tout type d'addiction. Donc pour nous, c'était obligatoire de participer à un niveau national en fait sur le mois sans tabac. Pour le Grand Est, ce qui est un peu spécifique, c'est qu'on est ambassadeur de la démarche. Donc voilà, le but, c'est un peu de motiver les différents partenaires à mener des actions. Après, au-delà des habitudes qu'on a, et effectivement, c'est un combat à réussir à faire changer les habitudes. Il y a aussi un aspect auquel on ne pense pas forcément, c'est dans différentes structures, notamment tout ce qui est un peu éducatif. On va avoir des éducateurs qui vont fumer parce que c'est plus simple d'aller voir les jeunes comme ça, notamment les jeunes entre guillemets à problème. Notre enjeu, c'est de faire comprendre qu'il y a d'autres méthodes. Voilà, que la méthode de la cigarette pour le lien social. Et sur la population générale, j'ai envie de dire, c'est pareil. La petite cigarette pour aller avec le groupe et compagnie. Il y a d'autres méthodes. C'est un peu ce qu'on appelle, on va pas faire un cours là-dessus, mais sur les compétences psychosociales. Vraiment, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour m'intégrer dans un groupe. C'est vrai que la cigarette a aujourd'hui cette portée, cette dimension sociale. On rencontre des gens parce qu'on leur demande un briquet, parce qu'on leur demande une clope, parce qu'ils nous demandent une clope. Et ça aussi, c'est tout un mythe à essayer de déconstruire et trouver des alternatives en fait pour aborder nos concitoyens tout simplement. C'est ça. Bon, après, ça passe aussi beaucoup par l'information. Je le disais tout à l'heure, on a évolué sur notre représentation par rapport au tabac et je pense que les plus jeunes générations sont moins enclins à fumer. Alors, il y en a encore, mais ils sont moins enclins à fumer parce qu'ils sont un peu plus informés là-dessus et ils savent que on n'a pas besoin de fumer pour être cool. Et puis j'ai envie de dire aujourd'hui, aller demander un briquet dans la rue, ça peut être vite compliqué. Si c'est un homme qui va demander à une femme, on sait que ça peut être vite vu autrement, ce qui est peut-être pas plus mal justement. Les choses évoluent heureusement là-dessus. On parle de jeunes. Quel type de prévention peuvent être mis en place pour ces jeunes-là ? Alors, ça va dépendre vraiment du public. Moi, je peux vous donner l'exemple d'un programme qui est soutenu par l'INCa, justement, qui consiste à aller dans les lycées professionnels et les CFA, qui sont généralement une population de jeunes un peu plus touchés par le tabac du fait de l'environnement professionnel. On va, en fait, tout simplement essayer de faire des actions auprès d'eux, de leur faire comprendre ce que c'est le tabac, ce que ça fait sur leur organisme. Et puis, on va tout de suite leur proposer un accès facile à de la consultation tabaco. Donc, en fait, on amène les tabacos directement dans leurs écoles pour pouvoir les recevoir et pourquoi pas proposer un traitement si besoin ou en tout cas juste parler. Et c'est très intéressant pour ces scolaires-là. Quel type d'actions justement sont mises en place ? Est-ce que ce sont des jeux de rôle ? Est-ce que c'est de la sensibilisation un peu à l'ancienne avec un médecin ou un tabacologue qui vient et qui discute, qui explique ? Alors c'est plutôt des chargés de prévention qui viennent sur le terrain. Ils ont un discours un peu plus accessible. Alors les médecins parlent très bien, il n'y a pas de souci, mais ils ont un discours plus accessible. Ils utilisent différentes techniques. Alors ça dépend vraiment en fait du groupe qu'ils ont en face d'eux, mais ça peut être des jeux effectivement, alors des jeux éducatifs évidemment. Ça peut être effectivement des mini pièces de théâtre. Enfin voilà, on va utiliser toutes les techniques. Ça peut être simplement de l'échange, s'ils ont juste envie de pouvoir échanger, de poser des questions. Ça peut être ça aussi, mais ça passe surtout par là et par du conseil. Avant de faire la morale. En fait, ça marche pas, on le sait très bien. C'est plutôt donner des conseils, donner des astuces, plutôt que dire, voilà, c'est pas bien de fumer. Et pour les tout petits, limite les primaires ou début de collège, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place ? Parce qu'on ne peut pas aussi nier l'influence des parents et on sait à quel point les gamins veulent singer, veulent imiter, sans le mimétisme de leurs aînés. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, les plus jeunes, on ne leur parle pas forcément directement de tabac. Là, on est plutôt sur du développement donc des compétences psychosociales, ce qui consiste plutôt à... c'est tout ce qui est pression de groupe, savoir dire non, savoir réfléchir soi-même et prendre les décisions pour soi-même. Et puis, on va plutôt voir l'entourage. En fait, dans ce cas-là, ni directement sur le tabac. Donc, les parents, ça peut être de l'éducation à la parentalité, les centres sociaux en fond, par exemple. On peut très bien travailler avec eux sur des programmes. Ça peut être aussi dans d'autres environnements. Je peux donner l'exemple d'Egdos, par exemple, qui travaille à faire des stades
sans tabac, ou des zones fumeurs un peu plus éloignées du public. Voilà, ce qui permet en fait de donner un environnement plus sain et aux jeunes finalement de se dire ok, le tabac, soit je le vois pas, soit c'est qu'il y a un souci, ou en tout cas je n'y vais pas. Merci beaucoup Yaël Panot d'Addiction France a pris le temps de répondre à nos questions. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org